projet à se laisser du temps. Et le temps, si on reprend un élément, un créatif, c'est d'abord quelqu'un qui s'est beaucoup ennuyé. C'est qu'il a vu, qui développe son monde intérieur avant de créer les connexions avec les autres. Donc, on a besoin de ce temps-là, ce temps qui serait bien, ce temps de l'ADN. Et on s'auto-censure parce qu'il n'est pas efficace et qu'il faut qu'il soit efficace. C'est mis une injonction d'efficacité permanente. Donc en fait, définir la créativité, je l'ai fait en opposition à l'innovation. Parce que la créativité, c'est ce qui ne se définit pas, c'est ce que chacun vient chercher en soi. Penser une écologie de la relation, comme on pense une écologie de l'environnement, avec la volonté de s'engager dans la relation, de faire en sorte qu'elle soit saine, qu'elle soit durable, qu'elle soit florissante. Et finalement, c'est une éthique de la relation qu'il y a derrière. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler, on va dire, de la posture d'innovateur, mais plus précisément par rapport à cette question du monde, des mondes alternatifs. La question qui m'a animé, c'est d'essayer de comprendre en quoi l'atypique et le profil atypique questionnent le monde, questionnent son environnement, questionnent la créativité. Et comment, partant de l'atypique, on peut tirer énormément d'enseignements sur comment créer, comment générer un monde alternatif. Parce que c'est peut-être la première chose à étudier, la première question à se poser dans ce cycle de conférences. On va étudier, vous allez découvrir des mondes alternatifs. Mais comment on peut être générateur, créateur de mondes alternatifs? Je pense que ça part de l'atypique ou de l'atypisme et finalement d'une volonté d'explorer un chemin différent. Le problème, c'est que la volonté d'explorer un chemin différent, c'est souvent très complexe à mettre en œuvre. Et que les gens qui explorent un chemin différent, ils l'explorent rarement par volonté, mais souvent par nécessité. Et c'est pour ça que ça résonne particulièrement en moi par rapport à mon propre parcours, puisque je suis non-voyant de naissance, et que par cette spécificité, qui est peut-être une de mes spécificités, j'ai été forcément par la vie amené à explorer un chemin différent. Et donc j'ai eu cette chance qui m'a été donnée par cette contrainte et ces contraintes de vie, d'aller faire naître un monde qui était le mien. Et c'est toute l'histoire, en tout cas quand je pense à mon parcours, de cette rencontre entre le monde dans lequel j'ai commencé à me développer et puis le monde dans lequel je vis. Et ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement toute cette réflexion sur mondes alternatifs, sensibilité, innovation, je la tire essentiellement de ce travail autour de mon parcours. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on est non-voyant, quand on est mal non-voyant, on est amené à découvrir le monde à travers ses sens, et puis finalement, face à des choses qui peuvent paraître simples, se déplacer, la rencontre avec l'autre, on ne peut pas fonctionner avec les mêmes codes. Au-delà de la douleur que peut représenter une différence, que peut représenter le sentiment et la sensation d'être différent, à un moment donné, on explore des chemins qu'on n'aurait pas explorés sans cette contrainte de vie, sans cette différence. Qu'on met en œuvre des ressources innovantes pour réussir, et que dans ce parcours-là, on est extrêmement créatif, extrêmement innovant, et que c'est précisément là que réside sa valeur ajoutée. Le talent est dans la différence. Et je pense que c'est vrai, pas seulement pour celui qui vit avec un handicap et qui a surmonté une contrainte de vie, mais c'est vrai pour tout le monde. Le talent pour chacun est dans notre spécificité. Alors, le modèle que je vous propose aujourd'hui, c'est un modèle de la spécificité. L'atypique ouvre un monde parce que, par la contrainte ou les contraintes de vie qui lui sont données, il est obligé d'explorer les choses différemment, d'explorer le monde différemment. Donc de créer de la ressource, de mettre en œuvre des ressources innovantes, de trouver des choses qui ne seront pas habituelles. Mais l'atypique, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, parce qu'on a tous une spécificité. Et cette spécificité, c'est simplement notre identité. C'est la rencontre entre un parcours de vie, des expériences, des cadres culturels, une éducation, tout ce qui nous fait. Et dans cette spécificité, on a tous à la fois du talent et du handicap.
Le handicap, au fond, n'existe pas, ça n'est qu'une facette de la pièce. La spécificité, c'est notre unicité. Cette unicité, elle peut être activée dans certains contextes de manière négative, avec un besoin de compensation, c'est le handicap. Et dans d'autres contextes, cette spécificité peut être activée comme une force incroyable, c'est le talent. Si à l'instant T maintenant, on éteignait toutes les lumières, on plongeait cette pièce dans le noir, bah, je pourrais continuer à lire. Je ne sais pas si vous pouvez, moi je peux. Ça fonctionne à une condition. Et cette condition, c'est l'acceptation fondamentale des contraintes dans lesquelles on est. On ne crée pas un monde alternatif si on n'accepte pas les contraintes du monde dans lequel on est. C'est-à-dire si on n'accepte pas nos contraintes de vie. On peut passer sa vie à pleurer parce qu'on est handicapé. On peut passer sa vie à se dire, bon, bah, c'est comme ça, je vais avancer à partir de là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on dit, bah, je ne sais pas comment j'ai fait, juste j'ai fait. Donc on prend la contrainte et on joue avec elle. La métaphore de l'aveugle, elle est tout à fait intéressante parce que la zone de brouillard, c'est un peu les temps actuels. Complexe, changeant, diversité. Donc un monde qui est d'une grande incertitude où à chaque instant peut surgir un obstacle inattendu. Donc ça, c'est juste ma vie. C'est-à-dire quand je me déplace dans la rue, il arrive qu'il y ait des obstacles, qui soient là le lendemain, qui ne soient pas là la veille, qui changent de place. Et tout le temps, le monde est en reconfiguration. Et ça oblige finalement à réagir, à être dans une réactivité immédiate à l'obstacle inattendu. Et ces conditions de déplacement, ce n'est pas que les conditions de l'aveugle, c'est les conditions de toute personne qui agit et qui veut agir dans le monde actuel, c'est-à-dire naviguer à vue, naviguer en zone de brouillard. Et la métaphore de l'aveugle, elle nous éclaire parce qu'elle nous montre comment on peut continuer à naviguer dans un monde en zone de brouillard et comment on peut créer un monde alternatif ou un comportement, une attitude alternative qui va permettre de faire face à ces contraintes-là. Par exemple, en étant dans une réactivité immédiate, dans ce que j'avais appelé la flexibilité de la cheville. Alors, quand on ne voit pas, la première dimension du sens, c'est vraiment la sensorialité. Si on écoute, si on est attentif au bruit, si on est attentif aux odeurs, si on est attentif à tous les signaux de notre environnement, on arrive à naviguer dans cet environnement et à créer du sens et à avancer et à trouver son chemin. Sens comme sensorialité. La deuxième dimension, c'est sens comme direction. Il faut quand même savoir où on va. Une direction, un objectif. Et la troisième dimension, c'est sens comme valeur, c'est-à-dire une attitude d'ouverture à l'environnement. Si je ne suis pas ouvert à l'égard de mon environnement, si je ne suis pas à l'écoute, si je ne suis pas prêt à me poser ou à poser à l'autre des questions, ou à laisser l'autre me poser des questions, je ne peux pas entrer en interaction avec le monde et faire partager les ressources innovantes que j'ai mis en œuvre. Créer un monde alternatif, c'est faire preuve de sensibilité face au monde, c'est-à-dire comme la pellicule photo qui peut s'imprégner de son environnement pour reproduire l'image, à un moment donné être dans la captation et l'imprégnation de l'environnement, dans un rapport sensible à l'environnement pour en comprendre les enjeux et proposer par sa spécificité, par ce qui nous rend différents, par son talent, quelque chose qui va apporter pour l'autre, pour la relation du sens. C'est pour ça que dans l'intitulé de la conférence, on vous parle d'écologie relationnelle, parce qu'au fond, c'est un travail sur la relation, pour que cette relation ait du sens et qu'elle soit durable. Et sans ce travail de sensibilité, la relation ne prend pas ce relief-là. Donner du sens, c'est au fond donner de la sensibilité. Et en cela, l'atypique qui accepte d'aller vers le monde, d'aller à la rencontre avec cette sensibilité, il est faiseur de sens. Dans mes handicaps, il y a le fait d'être entrepreneur. C'est-à-dire pas non plus réussir à complètement cadrer avec une norme, un élément normatif qui devrait faire rentrer. Donc j'ai une agence de marketing digital à Paris. J'ai aussi un atelier de maroquinerie manuelle à Nantes. Qui n'a rien à voir. Mais finalement, ça peut avoir à voir. J'ai intitulé mon intervention « Innovation, l'opium de l'entrepreneur ». L'innovation, dans son acception actuelle, va vers une meilleure efficacité. On innove pour être plus efficace. Au global, quand on est entrepreneur et qu'on met en place une structure d'innovation, c'est soit pour être plus rentable, soit pour être plus efficace.
C'est une tentation qui est naturelle sur l'entrepreneur si on considère que c'est la maximisation du profit sous contrainte, ce que j'ai dû à peu près apprendre ici il y a quelques années dans un étage différent. Ce qui ne marche pas si on considère que le capital n'est pas tout, que la maximisation de la contrainte n'est pas forcément nécessairement intéressant, et que le principe de l'opium, c'est que c'est une drogue et qu'on en perd une partie de ses compétences. L'innovation est quelque chose qui a une tendance à altérer l'essence en ce moment. Pour innover, en général, les valeurs qu'on va attacher à l'innovation, généralement, c'est la jeunesse. Alors quand on regarde la pyramide des âges, ça ne marche pas vraiment. C'est-à-dire que là, on a une pyramide à l'envers, puisqu'on aurait 3 jeunes qui seraient super innovants et qui devraient porter le reste d'un monde qui, lui, ne le serait pas, qui serait donc un boulet. Ça pose par exemple un problème, c'est pas une question. Un des points avec l'innovation, c'est qu'il faut être agile. Tout le monde ne peut pas être agile, même si on a eu avec Philippe de longues discussions sur les êtres polychrones, il y a des êtres monochrones, et qu'a priori l'innovation est un monde d'êtres polychrones. Il faut être partout et nulle part en même temps, courir à peu près à droite et à gauche, et surtout être dans le changement permanent. C'est ce qu'évoquait Franck juste avant. Étymologiquement, l'innovation, c'est innovare, c'est dans le nouveau. Donc il faut toujours être dans le changement. Donc un des points que je vais évoquer, c'est la différence entre l'innovation et un concept qui date de la fin des années 70, qui est plutôt un concept de médecine, qui est l'ex-novation. L'ex-novation, c'est donc sortir de la nouveauté en permanence. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand on analyse une société? Sortir de l'innovation, sachant que mon métier est donc d'innover en permanence. Je vis dans un monde qui n'est plus le même depuis que je travaille, ça fait 15 ans que je dirige la société. Je fais le même métier, en même temps il n'a rien à y voir. Dans ma société, la plupart des gens ont 2 vies, de manière plus ou moins réelle pour certains, mais franchement avancée pour d'autres, puisque j'ai des développeurs qui sont DJ, j'en ai qui sont artistes en parallèle, ils ont tous plus ou moins de vie. A priori, moi je tire une certaine forme de richesse, et humaine, et dans le fonctionnement de la société, parce que finalement le modèle tourne depuis 15 ans, à peu près rentable, ça a l'air de marcher, sur ces éléments-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'intégrer des gens qui sont comme ça? Ce qui est intéressant chez les gens qui ont plusieurs compétences, qui sont polyvalents. Ça paraît à l'autre, mais c'est même l'essence. On est dans la polycapacité. Si on considère que chaque personne est en soi polyvalente, le fait qu'on se lève le matin, qu'on soit capable d'avoir une vie personnelle, une vie professionnelle, de bouger, de se déplacer, a priori nous donne déjà plusieurs compétences. On peut les intégrer dans l'entreprise. Ça demande par contre à l'entreprise de elle devenir agile. C'est-à-dire on déplace la notion d'agilité de l'individu, quand on lui demande juste d'être tel qu'il est et d'être dans ses polyvalences, vers une notion d'agilité d'entreprise. C'est-à-dire que là, c'est le manager, c'est moi en tant que chef d'entreprise qui me doit d'être agile et de créer les opportunités et de donner les éléments pour que les gens qui travaillent puissent m'enrichir des compétences qu'ils vont amener. Ce qui ramène un petit peu, ce qui ramène notamment à la notion d'innovation et d'exnovation. Je disais, moi je suis un innovateur, c'est mon métier, je fais beaucoup de R&D, je travaille sur des choses qui seront demain dans le quotidien, qui sont déjà pour moi dans mon quotidien, et qui seront demain ou après-demain pour le quotidien des différentes personnes. Mais j'ai un certain nombre de manières de non innover. L'exnovation, c'est ça. L'exnovation, c'est de revisiter ce qui paraît être nouveau à l'aune de 2 lectures. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Et est-ce qu'un modèle que j'ai abandonné dans le passé, parce qu'il n'a pas fonctionné, ou parce qu'il ne m'intéressait pas, peut pas être finalement une forme de nouveauté? C'est est-ce que je pars dans une fuite en avant permanente à courir vers un monde innovant, ou est-ce que je peux revisiter des éléments? Moi, ma richesse d'entrepreneur et de polyentrepreneur, ce qui me permet d'avoir du temps pour créer d'autres entreprises pour d'autres personnes, c'est que j'ai des gens qui sont heureux. Par exemple, dans les métriques que je vais avoir, parce que c'est aussi ça, de l'innovation, c'est de définir l'environnement, de définir les marqueurs. Le seul marqueur que j'ai, c'est mon taux d'absentisme pour maladie. Alors moi, je travaille avec des jeunes qui sont tous plutôt en bon état, ils font pas encore de maladie, c'est moi qui fais le plus d'arrêter, mais au global, j'ai un taux moyen qui est de 2,2 jours par an et par salarié. La moyenne en France, c'est de 14 jours, 13 en fonction publique, c'est important de le rappeler. Il y en a plus ailleurs. C'est 14 jours. C'est le seul marqueur que j'ai. Quelqu'un qui, de toute manière, n'est pas bien dans son job, est malade. Pour rien, c'est comme ça, c'est factuel. Donc on peut mettre, à l'époque, on faisait d'entretien d'évaluation, on faisait tout un tas de choses qui correspondaient à un monde non alternatif. On va dire, là j'ai essayé d'être normé, mon expert comptable avait dit, vous ne faites pas d'entretien d'évaluation, c'est catastrophique, comment vous les faites évoluer? Ben, je sais pas, je les regarde. Ça marchait bien aussi, mais en même temps on m'a dit, il ne faut pas les regarder, il faut faire des fiches. Donc j'ai fait des fiches, on
On en a fait 3 ou 4, ça n'a pas très bien marché parce que 1, j'ai tout perdu, 2, je voyais les questions nazes, et 3, j'arrivais même pas à me dire que j'avais perdu une journée entière à recevoir des gens que je vois tous les jours pour qu'ils m'expliquent ce qui va bien dans leur vie, ce qui va pas, donc je les regarde tous les jours et qu'on est tous ensemble tout le temps. Et donc on n'a plus d'entretien annuel d'évaluation, on a une structure, et là ça revient sur le point capitaliste, où il n'y a pas d'indexation variable de la performance, puisque moi je reprends mon principe de la fourmilière, ce qui fait que la fourmilière fonctionne, c'est que toutes les fourmis fonctionnent. S'il y a une fourmi qui emporte 14 fois plus que l'autre, l'important c'est que l'autre, la tâche qu'elle fasse soit importante. Donc on a par exemple un plan de rémunération non variable. On a un intérêt au bénéfice, parce que c'est logique, je redistribue une partie de ce que je gagne grâce à eux, mais a priori, si je commence à mettre une compétition, une notion de compétition entre eux, ça fait de la souffrance. A priori, la compétition, c'est le principe, tout le monde ne va pas avoir les mêmes armes, il faudrait que je trouve un moyen commun de définir ce que c'est qu'une compétition neutre pour chacun, c'est absolument impossible. Et en plus, ça crée une discrimination. Quand on est dans une posture professionnelle, on va essayer d'optimiser tout. Sauf qu'optimiser, ça veut dire globalement faire pression sur l'autre pour s'en sortir soi-même. Essayer de faire ça dans les sables mouvants, tout le monde meurt. C'est un peu l'image que je voudrais donner. C'est-à-dire que l'entreprise et les hommes, nous sommes tous interdépendants. On n'a pas le choix, dans notre pratique professionnelle, il faut toujours se poser la question et se re-questionner. Et moi, je suis chef d'entreprise, donc je pourrais juste prendre un maximum de marge sur mes braves camarades, et a priori, ce serait pas malhonnête, et puis je pourrais dire que c'est mon travail, c'est moi qui l'ai créé, et puis vous n'avez rien à en dire. Sauf que l'être humain qui vit à côté, il a pas de problème avec ça. Donc, repensons toujours que quand on appuie sur l'autre qui est à côté pour s'en sortir soi-même, a priori on ne s'en sort pas parce qu'on finira par couler. Peut-être plus tard on finira par couler, et lui il est mort en premier. Faire mourir l'autre n'est pas un élément de l'innovation. Et donc c'est exactement cet élément qui est l'innovation est-elle l'opium de l'entrepreneur? C'est ça. Innover c'est quoi? Moi par exemple, si j'imagine mon monde alternatif et mon monde d'innovation à moi, c'est que mon vrai plaisir c'est d'avoir des anciens stagiaires qui sont devenus des clients, qui reviennent avec nous et d'avoir des gens qui sont heureux tous les matins et avec lesquels je peux blaguer. Effectivement, j'aime bien faire les blagues. Aujourd'hui, j'en ai fait très peu. J'étais héroïque là-dessus. Croire que c'était un vrai effort pour moi. Je n'ai même pas sorti de félicitations, j'ai fait que les fourmis. C'était pas méchant. Mais j'ai besoin de ça parce que moi, mon énergie, elle vient de rire des gens avec qui je travaille et de leur bonheur. Et de savoir que j'ai des gens qui sont. Donc, on était sur filésier et profil atypique. J'ai des gens qui sont de la génération des Y. Ceux qui font des RH ont une redoute peur de la génération Y, parce que la génération Y demande une réciprocité. Elle est typiquement pas dans la non-équité, elle est dans le collaboratif. Ouais. Exemplaire et motivé. Moi j'ai des gens qui étaient apprentis, parce que j'ai pas de stagiaire. Par exemple, un vrai arbitrage managérial, un stagiaire c'est un emploi qu'on essaie de ne pas payer. Moi j'ai des gens qui sont en apprentissage, c'est-à-dire que non seulement ils sont payés, mais en plus ils sont formés. Et on fait un vrai effort dessus, et qui sont toujours dans l'agence. C'est-à-dire que j'ai des gens qui ont 27 ans et 6 ans d'ancienneté dans l'agence. Alors que le taux moyen de turnover de mon secteur, pour reprendre les chiffres bien calculés, c'est 100%. C'est-à-dire qu'en gros, une structure d'agence comme la mienne, ça fait 100% de turnover. Donc il y a à peu près, sachant qu'il y en a qui restent. Il faut imaginer qu'il y en a qui tournent beaucoup plus. Donc il y a certains postes, ça va tourner à 200, 300% de turnover par an. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que vous appelez, vous avez une nouvelle personne. Ça ne crée pas d'intelligence, ça ne crée pas de bonheur, ça met une pression sur les gens qu'on finit par essorer, et à la fin, quand on est vraiment entrepreneur, on n'a pas créé de valeur. On n'a pas créé de valeur parce qu'on a perdu toute son exigence, parce qu'au bout d'un moment, les clients finissent même par partir, parce que c'est sympa d'avoir un jeune nouveau à chaque fois, mais on n'a vraiment pas l'impression qu'on est considéré, c'est un élément de la considération, et on n'a pas pu co-créer. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des gens qui doivent réapprendre dès le départ. Donc, finalement, ma posture d'ex-novateur à moi, elle est de considérer que dans un temps où tout va très vite, j'ai besoin de temps long. J'ai besoin de temps long et j'ai besoin d'avoir des vraies relations avec les gens. Donc finalement, ça pose des questions de qu'est-ce que réellement l'innovation? Est-ce que l'innovation c'est toujours tout changer? Ou est-ce que c'est re-questionner comment est-ce qu'on fonctionne à l'aune des éléments qu'on a au jour d'aujourd'hui? Je vous présente 5 stratégies identitaires de créatifs qui ont été liées à mon expérience de plus de 20 ans dans des entreprises, dans diverses entreprises créatives. Le tout dans un contexte interculturel, puisque j'ai fait ça aussi dans le cadre du MMI. Il y a 2 axes. Je vais regarder la créativité au niveau individuel et puis une créativité d'entreprise. Là, je vous ai synthétisé le premier modèle. C'est l'artiste créateur que je
j'ai pris qu'un Lagerfeld pour montrer ce que c'est que de ce que parle Casarston quand il dit ce que c'est que la victoire identitaire. C'est-à-dire que là, on a déifié. Il s'est déifié lui-même, c'est le génie, il est au-dessus de tout le monde, c'est le créatif, incarné comme on l'a dans notre siècle. Donc c'est une divinité autoconstruite, il est en apothéose. Et je vous rappelle que l'apothéose, c'est le thème de la divinité en civilisation romaine. On est dans une continuité et pourtant, on est dans la déification de lui-même. Là, impressionnant. Alors là, eh ben, il m'en a montré un bout. En fait, ceux-là, ils s'appellent les créatifs dissidents. Je les ai beaucoup pratiqués. Dans l'entreprise, une entreprise d'édition où j'ai travaillé, là, on avait beaucoup de créatifs dissidents. En fait, c'est le créatif réactif. Il veut échapper absolument à la culture, à sa culture. Sa culture l'obsède et il veut y échapper par tous les moyens. Donc la norme, il l'a intégrée totalement. Mais c'est un dépassement et il tente de se surprendre lui-même en permanence. On peut créer entre non-normés. C'est possible. Hein. La seule chose, c'est qu'il faut leur foutre la paix. Il ne faut pas leur expliquer comment ils doivent faire. Ils ont déjà intégré la norme. Donc, ce n'est pas la peine de venir leur expliquer la vôtre. Ils ont déjà intégré la norme. Donc, ils vont vous sortir quelque chose hors norme. Donc, eh bien, ça marche. Ça marche quand on a un dirigeant bienveillant qui lui-même a déjà dépassé cette étape-là. Parce qu'il sait les arrêter et il sait utiliser leur énergie au moment où il faut. Et je vais vous dire quelque chose qui pourrait choquer. Quand on travaillait tous ensemble en édition, le jeudi à 15h, il n'y avait plus personne à la maquette. Et ce, jusqu'au vendredi 12h. Alors si vous vouliez travailler vraiment, il fallait soit vous organiser comme vous travaillez avec les créatifs, c'est-à-dire avec les maquettistes, etc. Soit vous étiez tous au bar du coin. Donc à partir du jeudi 15h, tout le monde est au bar du coin. Sauf que ça marchait très bien, parce que le lendemain matin, ils avaient fait la fête au bar du coin toute la nuit. Le lendemain matin, le dirigeant, il récupérait tout le monde, il disait bon les mecs, on y va. Et là, il nous sortait des trucs que jamais, auxquels on n'aurait jamais pensé. Ils avaient tout discuté la veille au bar du coin. Alors ça ne marche pas tout le temps, mais c'est aussi une forme de créativité. Et la force du dirigeant, qui a quand même développé toute l'édition jeunesse en France et dans le monde, c'est d'avoir su dire à ces gens-là, ok, vous n'êtes pas normés, vous êtes vraiment des enquiquineurs, il faut vous foutre la paix, mais maintenant il faut bosser. Et quand ils nous disaient le dimanche matin, vous venez travailler parce que là, ce soir, il faut qu'on ait terminé, il y avait tout le monde et c'était génial. Donc, c'est difficile à vivre. C'est pas plus difficile à vivre que de se retrouver tous les jours devant son écran en se disant ah ben non, il faut que je finisse ma fiche à la fin de la journée. On n'est pas plus mal. C'est d'autres rapports. Donc ensuite, j'ai fait les passeurs. Alors ça, c'est en général ceux qui ont soit ils ont traversé les mailles du filet normatif des grandes sociétés. Et ça, ils ont eu de la chance, ils ont un peu compris comment c'est les marchés de recrutement, ils se retrouvent dans des grosses boîtes. Et ils ont traversé le recrutement RH, ou bien on les retrouve dans les entreprises créatives diversifiées et ils aiment le monde structuré. Ils ne sont pas hors structure. En fait, ce sont des traducteurs. Ils reformulent des savoirs et des savoir-être en permanence. Donc en fait, ils sont ouverts sur le monde extérieur, mais ils sont ouverts sur le monde de l'entreprise. Et ils sont dans une passation permanente entre les deux. Ils ne sont pas en marge. Ils ont tout intégré pareil. Mais ils l'ont intégré dans une traduction d'entreprise. C'est ça leur jeu. Donc, ils naviguent au marge, ils synthétisent à tous les niveaux de comportement d'observateurs avisés. Alors, on peut donner un exemple du planeur stratégique qu'il y a eu il y a quelques années. C'était un peu le modèle qu'on a mis en avant. Le quatrième, Antoine, j'ai eu la chance de travailler avec lui, et bien je vais vous dire, c'est pas un créatif, il nous vend du bonheur, si c'est un créatif. Mais c'est un créatif hyper rigoureux. Parce que le créatif, c'est pas je m'occupe à rêver. Non, le créatif, il est actif. Et donc, en fait, Antoine, il est créatif nomade. C'est-à-dire qu'il a pris toute la vision interculturelle et toute sa vision créative et il a fait de la planète un terrain de travail.
Lui, il vend du bonheur. Moi, j'ai travaillé aussi avec Yann Arthus Bertrand. Lui, il vend de la découverte. Il y a une mission salvatrice aussi derrière. Ça peut être un moteur qui fonctionne. Ils revendiquent absolument leur parcours. C'est-à-dire que Antoine, l'explorateur Antoine, c'est un ancien centralien qui a tout envoyé balader. Et en fait, il fait le tour du monde. Il a choisi son mode de vie qui est très organisé. Il part 6 mois, il vit sur son bateau dans les îles et il revenait 6 mois en France et en Europe pour faire son planning de rentrée d'argent. Il faisait des bouquins, il allait à la télé, il vend des lunettes. Et tout ça, derrière, il vend quoi? Il vend son bonheur sur les îles. C'est son fonds de commerce. Donc, on peut aussi citer un plus ancien qui était Bronstein, qui lui était un spécialiste des saveurs et qui, en fait, essaimait les connaissances sur les saveurs dans bien des entreprises d'Europe. Donc, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est leur vision du monde. Ça, c'est leur création. Et puis, il y a une dernière partie qu'il ne faut pas oublier, ça s'appelle les créatifs culturels. En fait, c'est un groupe socioculturel. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Au départ, chacun était convaincu d'être seul à penser différemment. Et en fait, c'est le sociologue Ray et la psychologue Anderson qui, déjà en 1998, avaient révélé que ça constituait 24% de la population des USA. Donc en fait, tout le monde se pensait différent dans sa volonté d'être plus dans des sociétés intégrées, etc. Et ça représentait déjà 24% de la population des USA, ce qui a eu une influence majeure dans l'évolution de bien des entreprises. Donc là, ils adoptent une vision globale, une vision intégrée du monde, ils partagent des valeurs, éloignés des modes de consommation industrialisés, développement personnel, spirituel, l'humain au cœur de la société, et la lutte contre les dégradations environnementales. On est en 98, aujourd'hui, on est dans la suite. Pour qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des gens qui l'ont vécu, qui l'ont créé un mouvement. Donc en fait, on est la suite de tout ça. Donc en fait, c'est vraiment repenser le système de l'organisation de la créativité, non pas en... Ça m'intéresse pas en fait quelque part de renormer, de redonner une nomenclature, c'est parce que c'est un moyen en sociologie de se parler, on adore faire des trucs comme ça. Mais en fait il faut très vite les oublier. Parce que le but c'est pas d'avoir des nomenclatures et de savoir si on va mettre un créatif dans une nomenclature, c'est de savoir si le créatif que j'ai en face de moi, est-ce que, en parlant avec lui, je peux l'amener à savoir ce qui l'intéresse le plus. Est-ce qu'il est plutôt passeur? Est-ce qu'il est plutôt hors norme? Est-ce qu'il est plutôt hors de sa culture et qui revendique quelque chose? Et ça c'est intéressant de savoir. J'assume totalement de ne pas être capitaliste et de considérer que le modèle c'est un modèle compétitif. Donc le principe de tout modèle compétitif, c'est que celui qui est le plus compétitif s'en sort mieux. J'ai pas nécessairement, moi, d'appétence pour ce modèle-là. Donc est-ce que ça fait nécessairement un bon manager? C'est aussi, a priori, celui qui rentre chez vous pour l'argent et pas pour l'épanouissement, c'est le même qui se barra de chez vous pour l'argent et pas pour l'épanouissement. Et le pouvoir, il est dans la relation, il est dans la dimension humaine. Et je pense qu'en termes de recommandation pour le conseil, c'est d'axer le travail sur cette culture de la relation, cette culture du savoir-être et des attitudes qui font la qualité relationnelle. Et quelque part, c'est là où les deux masters qui entre guillemets, co-sponsorent cet événement ont beaucoup à se raconter, à se parler, parce que fondamentalement, sur ces savoir-être, on parle de la même chose. Pour faire de l'interculturel, comme pour travailler dans une économie sociale, solidaire, on a besoin d'écoute, on a besoin de disponibilité, de se rendre disponible à l'autre. On a besoin de l'attention de tous ses sens, de l'observation, de tout ce qui nous permet de détecter les signaux faibles pour agir. On a besoin du service, de se mettre au service de l'autre, on a besoin d'avoir envie de faire grandir l'humain.